Permettez-moi de remercier Anne Cheng pour cette invitation à ce colloque passionnant. Je débuterai par une courte citation. Assis dans la grande salle de l'Université de Londres, je me demandais combien de ces 5, 6 ou 700 personnes qui bravaient chaque jour la chaleur étouffante d'une réunion au milieu de l'été se rendaient compte de l'importance des paroles prononcées à voix basse et de la mesure dans laquelle elles ébranlaient des croyances longtemps et confortablement ancrées. C'est en ces termes que l'historien et sociologue W.E.B. Du Bois, d'origine afro-américaine, célèbre pourfendeur du racisme, promoteur du panafricanisme, décrit une révolution intellectuelle qui s'opère à bas bruit, fin juillet 1911, précisément dans la capitale anglaise. Dans l'immense hall de l'Imperial Institute de l'Université de Londres se tient en effet une rencontre extraordinaire. Le premier et le dernier congrès universel des races. Plus de 2000 participants provenant des 5 continents se retrouvent dans ce bâtiment, conçu à l'origine pour être un musée des colonies, comme en témoignent les salles décorées dans le différent style des colonies britanniques. Dénaturaliser la notion de race au sein du cœur battant du plus grand empire de la planète, voilà un apparent paradoxe. En effet, les populations autochtones des territoires coloniaux subissent alors, ça a été dit tout à l'heure, un puissant processus de racialisation, au point que l'ancien Premier ministre britannique, Lord Rosebery, s'exclame en 1900 « Qu'est-ce que l'Empire, sinon la prédominance de la race ?» Toutefois, l'étude de ce congrès londonien nous invite à penser ensemble racisme et antiracisme. L'antiracisme devient en effet une cause internationale au début du XXe siècle, avant même que le mot lui-même ne fasse son apparition en France et aux États-Unis dans l'entre-deux-guerres. Et ce congrès s'inscrit dans le contexte de l'âge d'or de l'internationalisme, au moment où explose le nombre des associations internationales scientifiques et de coopération intellectuelle, et il intervient également à la suite des conférences de La Haye de 1899 et 1907, qui visent à réguler les conflits entre les nations. Cependant, l'historiographie a souvent éludé le rôle des acteurs non occidentaux dans ces différents congrès. En l'occurrence, l'action des Chinois au Congrès universel des races n'a pas jusqu'à aujourd'hui suscité l'intérêt des chercheurs. Alors cet immense congrès, pensé par Gustav Spiller et Félix Adler, 2 animateurs du mouvement éthique d'origine états-unienne, le mouvement éthique lui-même, accueille plus de 2000 participants, des femmes, des hommes politiques, des intellectuels, des juristes, des militants, des universitaires, des étudiants, réunis afin de promouvoir l'harmonie raciale. Ce congrès est rendu possible par de riches mécènes et philanthropes, tous intimement liés à l'économie impériale, comme l'industriel Lord Lever, alors que ces entreprises débutent leurs activités au Congo belge cette même année 1911, mais aussi l'entrepreneur quaker George Cadbury, qui s'est enrichi grâce au cacao, ou encore John Rothery, homme d'affaires quaker également, qui a fait fortune dans le chocolat. Parmi les membres du comité d'organisation et les participants figure le who's who des sciences sociales. Outre W.E.B. Du Bois, déjà cité, l'économiste britannique J.A. Hobson, l'anthropologue états-unien Franz Boas, les sociologues allemands Max Weber et Werner Sombart, ou encore le sociologue français Émile Durkheim. Les journalistes relèvent la notable présence de plusieurs femmes, parmi lesquelles l'écrivaine sud-africaine féministe Olive Schreiner, la philanthrope et pacifiste états-unienne Jane Addams, ou encore la féministe socialiste britannique Annie Besant. Le Congrès adopte en outre un principe révolutionnaire. Déjà plébiscité, il est vrai, lors du Parlement mondial des religions à Chicago en 1893, chaque peuple devait parler pour lui-même, selon la formule de Lord Weardale, le président du Congrès. C'est ainsi la première fois dans l'histoire que les Occidentaux prennent connaissance de la perception de la notion de race par les élites asiatiques, africaines, arabes et latino-américaines. Participent ainsi aux échanges
le chef religieux persan Hadji Mirza Yahya, l'ancien président haïtien François Légitime, ou encore le philosophe bengali Brajendra Nath Seal, qui veut profiter de ce congrès pour rompre radicalement avec la tradition orientaliste occidentale. Le nécessaire changement de perspective suppose, selon lui, un changement de locuteur. Le temps condescendant de l'indigénophilie, qui s'épanouit, il est vrai, en Europe en ce début de XXe siècle, est, selon lui, révolu. Il convient donc de recruter systématiquement des orientaux, c'est la proposition qu'il fait, recruter des orientaux pour occuper les nombreuses chaires de civilisation orientale dans les universités occidentales. Et vice-versa, de nommer des occidentaux dans les universités asiatiques pour combattre cette fois les préjugés occidentalistes. Mais alors, comment faire dialoguer des personnalités issues d'horizons aussi différents dans un même congrès ? Les organisateurs misent sur une réflexivité commune, perceptible dans la formulation même du sujet du congrès. Il ne s'agit pas d'étudier les relations entre les races, mais celles entre les soi-disant blancs et les soi-disant peuples de couleur. Plus largement, les organisateurs ont choisi de canaliser les débats en adressant un questionnaire détaillé, extrêmement détaillé, à des milliers d'interlocuteurs présents ou non à Londres. Ce questionnaire interroge le lien potentiel entre le phénotype d'une part et de l'autre la psychologie. Les organisateurs invitent également les participants à examiner le caractère permanent ou évolutif de chaque race et à tester la validité de la thèse de la supériorité de certaines races sur les autres. Comme dans toute enquête, les questionnaires orientent les réponses et traduisent par là même la position intellectuelle des organisateurs du congrès. Les questions suivantes, faut-il respecter les us et coutumes des autres races ? Ou encore, convient-il d'étudier davantage les autres pour mieux se connaître soi-même, voire se perfectionner ? Invite les participants à interroger les lieux communs de l'époque. Toutefois, comme vous pouvez le constater au point 9, il ne s'agit pas de remettre en question l'ordre international. Un ordre international fondé sur les empires coloniaux, il s'agit plutôt de promouvoir une forme de réformisme impérial qui entend mettre effectivement en œuvre la mission civilisatrice des puissances occidentales. Et pour éviter tout dérapage, les organisateurs affichent un apolitisme absolu, ce qui n'empêche pas les participants, et notamment les Chinois, d'exprimer une autre vision du monde. Conformément à l'objet même du congrès, les stéréotypes dépréciatifs à l'égard des Chinois s'avèrent peu nombreux. À l'exception de Félix von Luschan, professeur d'anthropologie à l'université de Berlin, qui met en garde contre l'immigration en Occident, je cite, des éléments plus grossiers et moins raffinés tels que les Noirs, les Asiatiques et même les Européens de l'Est, ou encore d'Alexandre Yatchenko, professeur de droit à l'université russe de Dobrat, aujourd'hui en Estonie, qui, pour mieux célébrer le génie arien, stigmatise le culte exclusif du passé du confucianisme qui conduirait, je cite, au mépris pour le présent et à la négation de l'avenir. Pour nombre d'orateurs, la Chine constitue au contraire un topos mélioratif, qui fait écho à la fascination exercée par la civilisation chinoise, rationnelle et raffinée, une fascination exercée sur les élites lettrées européennes du XVIIIe siècle. Il est en effet généralement admis que l'Empire du Milieu se distingue par son antériorité. Le sociologue hongrois Gustav Spiller, secrétaire général du Congrès, donne le là au début des échanges en rendant hommage à celle qu'il dénomme la doyenne des nations. Magnifique civilisation, je cite, à laquelle nous devons d'innombrables inventions et des découvertes de l'ordre le plus élevé. À son antiquité, la Chine doit son statut particulier de grande directrice des races jeunes, selon la formule de sœur Nivedita, c'est-à-dire Margaret Noble de son nom originel, avant de se convertir à l'hindouisme et de s'installer à Calcutta. Le chef de la délégation chinoise, Wu Tingfang, ne se contente pas d'évoquer la vénérabilité de l'Empire du Milieu, il entend la démontrer scientifiquement. Pour ce faire, il balaie les théories douteuses qui font remonter la naissance de la Chine à 500 000 ans avant l'ère chrétienne,
pour énoncer ce qu'on dénomme aujourd'hui la théorie des 5000 ans, en s'appuyant sur les annales chinoises qui attesteraient l'avènement de Huangdi, l'empereur jaune, en 2953 avant notre ère, début de la haute antiquité chinoise, grâce notamment aux travaux de Liu Shipei et au premier numéro du journal Minbao en 1905. Le légendaire Huangdi devient alors une figure tutélaire du nationalisme chinois. L'extrême ancienneté de la Chine est souvent associée à son isolement volontaire du reste du monde. Non sans un soupçon de reproche, le docteur Riza Tawfik, député d'Andrinople au Parlement ottoman, déclare ainsi « Le chinois qui représente la plus vieille civilisation est excessivement xénophobe ». Le même argument apparaît cette fois valorisé dans le discours de l'anthropologue italien Giuseppe Sergi, pourfondeur de l'arianisme d'origine nordique et promoteur de la thèse eurafricaine du peuplement européen. Giuseppe Sergi souligne que la Chine est l'un des seuls pays à avoir empêché toute pénétration étrangère et donc à conserver sa civilisation, sa morale et sa religion. Le diplomate Wu Tingfan explique ce caractère endogène de la civilisation chinoise par sa situation géographique et surtout, je cite, « l'homogénéité des peuples dont elle est composée et qui, à part quelques exceptions peu importantes, appartiennent tous à la même race, emploient le même langage, possèdent une religion et une littérature communes et se gouvernent à peu près selon les mêmes lois sociales et morales et les mêmes mœurs. » Avec l'ancienneté et la xénophobie, une troisième caractéristique permet aux Chinois d'accéder à l'égalité raciale. Il s'agit de l'ouverture récente de l'Empire du Milieu, célébrée par plusieurs intervenants occidentaux qui se félicitent de l'intégration en cours de la race mongole dans le système du droit international, fondé par la race consanguine indo-germanique, selon les termes de Walter Schücking, professeur de droit à l'université de Marbourg. Cette ouverture de la Chine aurait également permis le perfectionnement intellectuel de la race chinoise, comme l'affirme le savant londonien John Gray, qui relève dans son rapport qu'environ 20 000 Chinois sont scolarisés à l'étranger en 1911, où ils font montre d'une excellente capacité naturelle qui ne demande qu'à être élevée au plus haut niveau intellectuel des races humaines par l'éducation à l'occidentale. Alors pour sa part, Wu Tingfang réinscrit cet essor intellectuel chinois dans l'histoire longue de l'Empire du Milieu, dont, je cite, « le système éducatif a eu comme résultat de placer les Chinois à la tête du monde par leur connaissance en belles lettres, leur génie pour les inventions mécaniques et pour les beaux-arts. » Ces discours épidictiques en viennent parfois à présenter les Chinois comme modèles à suivre par les Européens. Gustav Spiller loue leur morale pratique, fondée sur l'amour de la famille et de la patrie, le dévouement aux amis, l'aide et la protection aux malheureux. Et avec les meilleures intentions du monde, il n'échappe pas à la tentation caractérologique en invoquant, au fond, un ethnotype par définition infalsifiable. Alors que dans le même temps, il prend soin de combattre les préjugés racistes à l'égard des Chinois dans son discours, symbolisé, selon lui, par la figure du Hassin de Bret Hart, que vous pouvez observer à gauche de l'écran. Certains laissent même entendre que les Chinois pourraient désormais porter le flambeau de la mission civilisatrice, jusque-là apanage britannique. Le parlementaire Charles Dilke, promoteur de l'Empire, écrit dans son mémoire adressé au Congrès que l'une des dernières campagnes humanitaires de dénonciation des atrocités racistes est le fait, non pas des Européens, mais des Chinois. L'homme politique anglais rappelle l'histoire des 150 000 coulis chinois transportés à Cuba dans les années 1840-1870, des travailleurs chinois dupés par les propriétaires espagnols qui les ont exploités dans des conditions très difficiles, comme en témoigne à droite de l'écran cette image extraite de la description illustrée des enfers vivants, un pamphlet paru à Canton en 1875 pour dénoncer cette nouvelle forme d'esclavage. L'image est intitulée « Le raffinage du sucre avec des os humains ». En 1874,
eh bien, une mission d'enquête chinoise dirigée par Chen Lanbin avait été dépêchée sur place avant de rédiger un rapport sur les conditions de vie des coulis chinois dans les plantations cubaines, publié dès 1876. Alors, cette question migratoire se trouve au cœur du discours des congressistes asiatiques qui prennent soin de l'articuler avec la question coloniale. Pour le Bengali Brajendra Natsil, les préjugés de couleur résultent largement, dit-il, du système de la porte fermée de force par l'Occident à l'Orient et du système de la porte ouverte de force par l'Occident en Orient. C'est-à-dire qu'il suggère de penser ensemble la politique de restriction de l'immigration aux Asiatiques aux États-Unis à partir de 1882, mais aussi dans l'Empire britannique, comme en Afrique australe à partir de 1897, et de l'autre, penser aussi également en même temps l'histoire de l'expansionnisme occidental en Asie. Ce constat est partagé par Wu Tingfang, qui révèle le caractère paradoxal de la politique impériale occidentale. En effet, comment les grandes puissances occidentales, guidées par ce qu'il appelle la politique blanche, peuvent-elles, après avoir recruté et exploité de nombreux coulis, interdire l'entrée des Asiatiques sur leur territoire, tout en refusant dans le même temps aux races jaunes et de couleur d'appliquer ce même principe dans leur propre pays pour se prémunir de l'expansionnisme occidental. Au sujet de l'Australie, Wu déclare « J'ai remarqué que ces cris réclamant une politique blanche n'ont pas été poussés par les aborigènes, mais par les descendants des colons qui ont conquis et dans bien des cas tué les aborigènes du pays qu'ils désirent maintenant se réserver. Est-ce juste? Est-ce équitable ?» s'interroge-t-il. Le diplomate chinois moque subtilement la manie des Occidentaux de s'auto-désigner comme civilisés, lorsqu'ils se comportent en fait en brigands et en meurtriers. Le colonialisme occidental se fonde en partie sur le racisme. Voilà la vérité que les organisateurs du Congrès veulent taire. Pour lutter contre les préjugés raciaux, Wu Tingfang propose de s'affranchir de l'universalisme chrétien en s'inspirant du confucianisme. Si nous nous conformons au principe de cette civilisation, déclare-t-il, telle qu'elle est interprétée dans les classiques confucéens, nous devons traiter comme nos frères et sœurs tous les êtres habitant le continent qu'entourent les quatre mers. Et ce que nous ne désirons pas qu'on nous fasse à nous-mêmes, nous ne devons pas le faire aux autres. Wu fait ici référence au chapitre 12 des Entretiens de Confucius, dont la loi morale induirait nécessairement des relations respectueuses et disciplinées avec les autres. Cette analyse est en outre corroborée par un autre intervenant chinois, Jian Wenqian, membre du Conseil chinois de l'éducation, dont la photographie est représentée ici au centre de l'écran. Jian Wenqian recommande aux congressistes de promouvoir les vertus confucéennes de bienveillance, de droiture, de sagesse et de sincérité. Se référant également aux analectes de Maître Kong, il interpelle les participants. N'était-ce pas là la première forme de la doctrine moderne de la fraternité internationale ? Cela fait environ 24 siècles que Confucius a été appelé à rejoindre ses ancêtres, et il est grand temps que ces enseignements soient universellement exprimés et pratiqués. Puissions-nous faire en sorte que son esprit bienveillant inspire ce congrès universel des races, ses membres et ses sympathisants, afin que le monde puisse voir que l'univers tout entier est une grande famille, que tous sous le soleil sont frères, et que tous les peuples, sans exception, peuvent se serrer la main dans un véritable esprit fraternel et coopérer pour l'amélioration du monde. Alors ces discours s'inscrivent dans la lignée des savants qui insèrent le mot « race » dans leur traduction de Confucius, à l'instar de Gu Hongming en 1898, comme l'a souligné récemment Joseph Ciodo. Frank Dikötter, dans son livre « The Discourse of Race in Modern China », nous avait déjà rappelé que dans la tradition confucéenne,
Je cite Dick Cotter, « Le monde était perçu comme une unité homogène dénommée Grande Communauté, Datong, qui, en principe, intègre tous ceux qui suivent les préceptes du confucianisme sans distinction raciale. Toutefois, les autres sont considérés comme des barbares. Mais ces barbares peuvent être civilisés selon les intervenants chinois au Congrès universel des races, ces intervenants chinois qui voient dans l'éducation une arme indispensable contre les stéréotypes raciaux. Le pédagogue Jian Wanqian donne aux Européens en exemple les élites chinoises qui ont longtemps considéré les Occidentaux comme des diables étrangers et des bandits de grand chemin avant de puiser à la source de leur science et de leur technique. Pour combattre les préjugés, Wu Tingfang, je l'ai dit, diplomate qui a longtemps séjourné aux États-Unis, préconise l'adoption d'une langue internationale, en l'occurrence l'anglais, car cette langue est déjà pratiquée par une grande partie des élites chinoises, à condition de la simplifier et de la rationaliser en supprimant les nombreuses exceptions aux règles de prononciation, en supprimant aussi la dimension irrégulière de l'orthographe, ainsi que les caprices de l'accentuation. Pardonnez-moi. Autre moyen inattendu de lutter contre le racisme, une plus grande coopération entre les hommes et les femmes. Et cette fois-ci, c'est l'argument défendu par Grace-Yin, dont la photo est ici à droite de l'écran. Grace-Yin est une jeune femme de 26 ans, militante de l'éducation féminine et épouse de Lim Boon-Keng, célèbre réformateur singapourien. Elle affirme que les femmes chinoises, en transmettant la morale, peuvent constituer le principal vecteur d'harmonie entre les races. Car, dit-elle, quand les femmes parlent sérieusement, les hommes obéissent. Le dernier instrument pour faciliter le dialogue entre les races, eh bien, c'est le métissage. Wu Tingfang se déclare en faveur des mariages mixtes entre occidentaux et chinois qui favoriseraient concrètement une meilleure compréhension. Il constate que ces unions se multiplient dans les grandes villes de la Chine littorale à la fin du XIXe et au début du XXe siècle, en raison de l'occidentalisation d'une partie des élites. Toutefois, ce métissage bénéficierait également aux Occidentaux dans l'esprit du diplomate chinois. Comme les Chinois sont réputés pour leur patience, dit-il, leur persévérance, leur honnêteté et leur industrie, ils transmettront sans doute ces caractères aux enfants européo-asiatiques qui posséderont ainsi les qualités héritées des deux parts. Alors pour conclure, ces débats du Congrès marquent sans doute la transnationalisation de la cause antiraciste, une transnationalisation qui précède, comme bien souvent, sa nationalisation, c'est-à-dire son développement dans chaque pays. Les participants prennent l'engagement de créer dans chaque nation une société pour la justice entre les races. Ils envisagent de réunir un second congrès universel des races à Honolulu en 1914. Toutefois, cette dynamique est interrompue par la Première Guerre mondiale, qui anéantit cet espoir internationaliste, comme l'indique W.E.B. Du Bois dans son livre autobiographique Dust of Dawn, publié en 1940. Le premier congrès international d'eugénique est d'ailleurs organisé à Londres dès l'année suivante, en 1912. Mais le débat transnational sur le racisme se poursuit dans d'autres arènes, au premier congrès panafricain à Paris en 1919, au premier congrès des peuples d'Orient à Bakou en 1920, ainsi qu'au sein de la Commission internationale de coopération intellectuelle de la Société des Nations. Alors que les théories racistes pseudo-scientifiques prospèrent en Europe, de plus en plus d'administrateurs français et britanniques sur le terrain colonial, mais aussi de médecins, par exemple en Chine, abandonnent les catégories raciales traditionnelles qui ne correspondent pas à la réalité du monde social. En 1937, l'équipe de la revue savante Race et Racisme souhaite organiser un second congrès universel des races, au moment même où l'eugénisme et la biométrie progressent très rapidement, et une nouvelle fois, une guerre mondiale interrompt brutalement ces fructueux échanges. Je vous remercie beaucoup de votre attention.